De l'économie. Il est 7h50 sur Radio Classique. Les phénomènes météorologiques extrêmes comme le typhon des Philippines vont-ils se multiplier dans les années à venir? C'est la crainte exprimée hier par l'Organisation météorologique mondiale qui relève par ailleurs que 2013 aura été l'une des années les plus chaudes depuis le milieu du 19e siècle. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Vous êtes associé de Carbone 4, président de Shift Project. Les lecteurs des Échos peuvent lire régulièrement vos chroniques sur l'environnement et l'énergie. Rien ne semble freiner le réchauffement climatique. Idée reçue ou réalité? Ah non, c'est tout à fait une réalité. En fait, le changement climatique, on a souvent tendance à l'assimiler à une augmentation de la température de l'air. Il faut savoir qu'en premier lieu, ça s'assimile surtout à une augmentation de la température de l'eau. Le changement climatique, en fait, c'est un surplus d'énergie que l'atmosphère envoie vers la surface de la Terre. La surface de la Terre, c'est surtout des océans. Et les océans emmagasinent ainsi un surplus d'énergie. Il faut savoir que 90% de l'énergie supplémentaire que l'atmosphère envoie vers la Terre dans le cadre du supplément d'effet de serre, c'est ça qui cause, va dans les océans et pas du tout dans l'atmosphère. Donc en fait, le phénomène lent, il se produit dans les océans et il est doté d'une inertie absolument considérable. Même si demain matin, on arrêtait la totalité des émissions de gaz à effet de serre sur la planète, les océans continueraient à se modifier pendant encore des siècles et des millénaires. L'élévation de la température des océans qui fait gonfler ces mêmes océans et qui explique l'élévation du niveau de la mer. Absolument. L'eau, quand elle chauffe, se dilate. Et c'est l'une des raisons qui fait que l'élévation du niveau de la mer va se poursuivre pendant des siècles. Est-ce que tenter de stopper, ou du moins de freiner le réchauffement climatique, donc les émissions de dioxyde de carbone, implique des transformations économiques trop importantes aujourd'hui pour nos sociétés pour qu'elles soient acceptées, mises en place par nos dirigeants? Alors, il y a un parallèle que j'utilise parfois quand on essaye de parler du changement climatique, c'est le tabac. Vous savez, au moment où on commence à fumer, c'est pas là qu'on a les ennuis majeurs. Et au moment où les ennuis majeurs sont là, on peut bien s'arrêter de fumer, ça change plus grand-chose. Eh bien, le changement climatique, c'est exactement pareil, avec en plus cette difficulté supplémentaire qu'on a affaire à un processus inédit. Jamais il y a eu sur Terre 7 milliards d'hommes utilisant 1 milliard de voitures, etc. Et donc, avoir peur, entre guillemets, de ce qui pourrait se passer plus tard, relève uniquement d'une construction intellectuelle. Alors, c'est une construction à laquelle, personnellement, je crois qu'elle est solide, je crois qu'elle est fournie par des gens qui travaillent sérieusement, de bonne foi, j'en connais un certain nombre, c'est absolument pas des activistes, etc. Mais il n'empêche que c'est avoir peur de quelque chose qui ne s'est jamais produit. Et c'est tout faire pour que ça ne se produise pas. Et vous savez que dans l'histoire des hommes, lutter contre ce genre de construction intellectuelle, ça fait partie des grandes difficultés de l'affaire. Ce qui est difficile, c'est d'avoir une idée précise des conséquences économiques en fait, de ces contraintes liées au réchauffement climatique. Alors c'est souvent comme ça qu'on décide d'agir ou de ne pas agir. Dans la vie de tous les jours, on voit bien qu'on va décider, par exemple, de souscrire ou pas une prime d'assurance en fonction de ce qu'on risque plus tard. Et en termes purement économiques, je dirais que la prime d'assurance, c'est le meilleur parallèle qu'on puisse trouver. C'est-à-dire que vous allez payer tout de suite et de manière certaine pour vous couvrir contre quelque chose qui est futur et incertain. C'est très exactement la mécanique de la prime d'assurance. Alors la difficulté par rapport à l'assurance, c'est que dans l'assurance, vous savez combien ça vous coûte si vous cassez votre voiture ou si votre logement prend feu. Dans le domaine du réchauffement climatique, il n'existe pas de raisonnement solide qui permette de dire le maximum des dommages, c'est 1 000 milliards de dollars, 10 000 milliards de dollars, 100 000 milliards de dollars. Il n'y a pas de raisonnement solide qui permette de dire ça pour une raison très simple, c'est que la planète Terre, c'est ce qui permet aux hommes d'avoir notamment une activité économique. La totalité de notre économie ne fait que transformer des ressources naturelles qu'on trouve sur Terre. Avec nos petites mains, on ne peut pas faire grand-chose. Exactement. Et donc, combien coûte la disparition du stock qui nous permet d'avoir nos activités productives? Eh bien, on peut en discuter sympathiquement au café et je pense qu'au bout d'une heure, on ne sera toujours pas d'accord sur le montant. Mais on peut vraiment donc pas agir du tout, avoir des leviers, des estimations pour contraindre les acteurs économiques à modifier leur comportement? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que comme il n'y a pas de borne supérieure aux dommages possibles, personne n'est capable de le dire. C'est l'ordre de l'infini. Exactement, c'est même la définition mathématique de l'infini. C'est-à-dire que la définition de l'infini en mathématiques, c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas capable de donner une borne supérieure. Donc si les dommages sont potentiellement infinis, à ce moment, toute action est justifiée pour prévenir ces dommages. Et là, on va rentrer dans un débat économique qui est totalement différent, qui est un débat microéconomique, c'est-à-dire comment est-ce que je range les actions qui me permettent d'agir efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. Et là, on est en train, en ce moment, dans le monde, de faire les choses plutôt à l'envers, c'est-à-dire que les actions sont souvent suggérées de manière sentimentale par des activistes qui ont leur rôle pour, j'allais dire, secouer un peu le cocotier, mais qui ne sont pas nécessairement les mieux placés pour avoir des bonnes idées sur la réponse. Et ce qu'on a fait en Europe, un exemple parmi d'autres, en subventionnant de manière massive les renouvelables électriques intermittentes, c'est justement, non pas la première, mais la dernière chose à faire si on pense que le problème du changement climatique est sérieux, parce que c'est là que, par unité de capital investi,
on va déplacer le moins de problèmes et non pas le plus de problèmes. Si on pense qu'on est dans une course contre la montre, la rationalité économique, c'est d'allouer en premier le capital là où ça vous réduit le plus de problèmes et non pas le moins. C'est-à-dire, il faut miser non pas sur les renouvelables, mais sur le nucléaire, par exemple ? Alors, les grandes marges de manœuvre sur lesquelles il faut miser, parce que là, vous avez de l'efficacité par euro de capital investi, c'est ce qu'on appelle traditionnellement l'efficacité énergétique. En premier lieu, tout ce qui touche à la réfection des bâtiments. C'est la diminution de la taille des engins de transport qu'on utilise. Ça ne changerait pas beaucoup la vie des gens si vous passez d'une voiture à 6 litres au 100 à une voiture à 2 litres au 100 sur une voiture un peu plus petite, qui va un peu moins vite, etc. C'est un changement marginal dans la manière dont on vit. Et ça, vous pouvez l'obtenir avec des investissements qui sont extrêmement réduits par rapport à ce qu'on est en train d'investir dans les ENR électriques. Un chiffre, un seul. L'Allemagne, aujourd'hui, pour passer de 4 à 22% d'électricité d'origine renouvelable dans son mix électrique, donc même pas énergétique, électrique, et au surplus, non pas pour se passer du charbon, mais pour se passer du nucléaire, a mis 300 milliards d'euros sur la table. Donc, les Allemands ont investi 300 milliards d'euros, c'est-à-dire le coût de réfection à neuf du parc nucléaire français, rien que pour passer de 4 à 22%, voilà, avec des engins qui vivent 2 fois moins longtemps qu'une centrale nucléaire ou un barrage. Donc là, aujourd'hui, on est en train... Donc dans le domaine de la production électrique, oui, effectivement, il faut, à mon avis, si on est rationnel économiquement, pas commencer par mettre des panneaux solaires partout. Et enfin, dans le domaine de l'industrie, on va dire qu'il y a un mélange à faire entre l'efficacité énergétique et l'électrification sans carbone des processus. Tout ça, il y a aujourd'hui une manière d'aborder les problèmes qui existent, mais encore une fois, alors comme les gens sont peu familiers avec cette manière d'aborder les problèmes, vous savez, il y a cette blague célèbre qui est qu'il n'est pas de problème qui ne résiste durablement à une absence de solution. Et comme aujourd'hui les solutions sont souvent mises en avant, parce que c'est à eux que la presse donne le plus souvent la parole, par des gens qui n'ont pas de rationalité économique, ou plus exactement pour qui ça ne fait pas partie du cahier des charges, eh bien, le monde économique a l'impression qu'on lui raconte des salades et donc il n'a pas très envie d'agir. Mais si on en a envie, il y a plein de choses à faire. Bon, la microéconomie donc au service du réchauffement, ou plutôt contre le réchauffement climatique, c'était l'idée ce matin sur Radio Classique. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici d'avoir été avec nous. Vous étiez l'invité de l'économie de Radio Classique. Avec Wendel. Wendel,